Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la semaine. Salut Corentin. Salut Yousra. Alors aujourd'hui notre invité c'est Frédéric Bedos. Frédéric Bedos, bonjour. Salut. Bonjour. Alors non, vous n'êtes pas la fille de Guy Bedos, mais vous êtes la fille de héros comme vous les appelez, à qui vous rendez hommage dans votre livre La petite fille à la balançoire aux éditions Les Arènes. Alors, vous avez été animatrice TV à Fashion and Design TV, sur MTV, à France 2, sur M6, W9. On va écourter un peu. Vous avez animé des cérémonies comme les Victoires de la musique ou les Solidays, quand les Césars. Ça risque de jamais arriver, ça, en fait. Non, on va aller direct aux Oscars. Non. Donc, plus récemment, vous avez lancé un média, un site internet qui c'est le projet Imagine, dans lequel le but est de mettre en lumière les héros du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, c'est d'une part parler des héros, les mettre en lumière, donc ces héros anonymes, ces personnes dont personne ne parle quasiment et qui sont des gens formidables, des gens qui vraiment font bouger le monde et font en sorte que ce monde soit plus que viable. Donc des personnes formidables. Et en fait, le but, c'est aussi de les aider. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un média totalement philanthropique qui ne marche qu'avec les dons et qui n'est pas dans un esprit d'accumulation de l'argent, mais dans un esprit de redistribution. Et en cela, c'est vraiment un ovni. Mais en même temps, le projet Imagine, c'est aussi faire du journalisme d'espérance. Ce qui fait qu'on ne fait pas que des portraits de héros, on fait aussi des grandes enquêtes de société, mais toujours en essayant vraiment de donner des clés qui peuvent encourager, inspirer le public pour vraiment se lever de son fauteuil après avoir vu le film et se dire ok, comment est-ce que je peux agir, comment est-ce que je peux bâtir le meilleur, et on peut le faire ensemble. Et donc vous étiez animatrice TV, comment est-ce que ça s'est fait, le processus vers le documentaire, vers des choses un peu plus poussées si j'ose dire, un peu plus en profondeur, qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là? C'était un déclic? Alors en fait, c'est vrai que moi je suis devenue journaliste, c'était un peu un hasard de la vie puisque ça s'est fait par une rencontre fortuite un beau jour, et je me suis retrouvée donc à faire d'abord reporter culturel aux États-Unis, à New York, donc sur Fashion and Design Television. Et en fait, après, mon parcours a été très éclectique parce que j'ai toujours fait des choses un petit peu partout dans le monde. Et donc, tout en animant des choses qui étaient plus du domaine du divertissement ici en France ou en Angleterre, en même temps, je faisais des documents ou des enquêtes, des reportages ailleurs dans le monde. Donc, j'ai fait pas mal de choses en Chine. J'ai fait aussi pas mal de choses aux États-Unis dans des allers-retours, et notamment autour du 11 septembre 2001. Et donc, j'ai toujours eu en fait cette curiosité de tous les domaines. Et à chaque fois qu'à un moment je suis interpellée par un sujet, je me dis pas oui mais attends, toi tu appartiens à telle case, tu n'as pas le droit de... Ça c'est très français en fait. Ailleurs on regarde pas les choses comme ça, vous vous lancez dans une aventure et puis c'est tout. Je pense directement à Élise Lucet par exemple qui le fait un peu, mais c'est vrai que ça se voit pas beaucoup en France au final. Et pourquoi ce choix de ce média-là, Internet, alors que vous aurez peut-être pu passer par des médias, par des télévisions comme France 2? Et vous vouliez rester indépendante, puis le modèle économique est assez particulier quand même. Ah ça c'est clair, il est même assez unique. En fait, c'est vrai que j'ai fait un choix un peu radical. J'ai pris la tangente. J'étais encore sur M6 à l'époque quand je décide donc de lancer le projet Imagine. Et en fait, c'était un choix radical parce que je voulais absolument être totalement indépendante. Je voulais subir aucune pression pour pouvoir vraiment tester un nouveau ton, une nouvelle façon de faire, avoir le temps de le faire, qu'on ne me dise pas oui mais comme il faut que ça fasse de l'audience, alors il faut que ce soit formaté comme ci, comme ça. En fait. Oui, je pense qu'on est dans une période extraordinaire, super passionnante, où les médias sont ultra puissants, et en même temps, la rançon de la gloire fait que ces médias sont devenus d'abord une machine à fric. Et le fait que ça doit faire de l'argent d'abord et avant tout, c'est devenu la mission première, c'est quand même de faire de l'argent. Du coup, on assiste à un formatage effréné. Et ça devient de plus en plus compliqué d'exister ou de faire exister des traitements nouveaux, des tons nouveaux, une façon nouvelle de traiter l'information. Et justement, le projet, quelles sont vos ressources pour ce site ? Donc ça marche qu'avec les dons. Donc en fait, des gens d'un petit peu partout, des petits donateurs envoient des sous comme ça, de façon très spontanée et très simple, parce qu'ils ont compris quel était le but. Ils sont en phase avec les valeurs que l'on met en avant, qui sont finalement des valeurs universelles, des valeurs de partage, de solidarité et d'amour. J'ose dire le gros mot, le mot amour. Mon Dieu, je suis une journaliste et je dis le mot amour. Bah oui, parce qu'en même temps, voilà, les gens, ces fameux héros dont je parle, ces héros anonymes, ce sont des gens qui vivent l'amour en action. C'est-à-dire qui vont au-delà de leur destin personnel, qui vont au-delà de leurs petits
de leurs petits besoins à eux, etc., toujours pour trouver des solutions pour les autres, pour aider les autres. Et quand on voit, souvent avec très peu de moyens, ils réussissent à faire des miracles, quand on voit les résultats, c'est-à-dire des gens qui ont été sauvés, des destins qui ont été transformés, on est bluffé, on a le cœur qui se regonfle d'espérance et on se dit comment moi aussi je peux agir. Parce que ces gens-là nous ressemblent, ces héros, on peut s'identifier à eux. Et donc il y a un effet miroir quand on regarde ces films. Et c'est ce que j'appelle donc le journalisme d'espérance parce qu'il regonfle d'espérance. Et je crois que c'est vraiment un enjeu de civilisation aujourd'hui parce que les médias étant devenus tellement puissants, malheureusement, souvent ils sont surtout vecteurs de désespoir, vecteurs d'un message anxiogène, de peur. Donc, il faut absolument reprendre ça en main. Et vous parliez d'anonymat tout à l'heure. Je suis allé personnellement sur le site, je rappelle le projet imagine.com, et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 catégories bien distinctes. Et donc, il y a ces anonymes dont vous parlez, mais il y a aussi des gens plutôt sur le devant de la scène, comme très Thierry Lhermitte, par exemple. Ouais. Vous pourriez parler un peu, discuter un peu de ces différentes catégories. On a du mal entre les formats courts avec des personnalités connues et des personnalités beaucoup plus en arrière, en retrait. Oui. Oui, c'est vrai que c'est en fait l'idée du projet Imagine. Voilà, c'est un esprit, cet esprit d'espérance, cet esprit de bienveillance, cet esprit aussi constructif pour essayer de bâtir un monde meilleur. Et il se décline de plein de façons différentes. Donc il y a les portraits de héros, ça c'est vraiment au cœur du projet Imagine, puisque on fait ces portraits et en plus au bout de la boucle, on donne des coups de pouce financiers aux héros qui en ont le plus besoin. Donc là, on est vraiment dans cet aspect philanthropique totalement incarné. Et on a des grandes enquêtes de société. Et puis, on a des témoignages hommages de grandes stars qui, en fait, ont craqué pour le projet Imagine, avaient envie de participer. Ils n'étaient pas anonymes. Ah bah mince, j'allais pas leur dire « bah non, tu peux rien faire ». Ça n'aurait pas été très sympa. Mais je voulais surtout pas qu'ils viennent en tant que stars au projet Imagine. Je leur ai dit, dans ce cas-là, vous venez témoigner en quelques minutes, pas plus. Vous témoignez face caméra d'un moment de votre vie où vous avez été en difficulté, où c'était compliqué pour vous, vous étiez en fragilité finalement, en position de fragilité, et où heureusement quelqu'un vous a tendu la main. Et pour moi, c'est super parce que ces témoignages hommages permettent de marteler un message, qui est un message tout simple, mais qui est un message puissant, c'est que, voilà, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre situation, on est tous fragiles, on a tous besoin les uns des autres. Alors on va faire un bref retour en arrière et aborder la question de votre carrière d'éliminatrice. On rappelle, vous avez officié chez M6, W9, j'ai passé le reste. Bon. Et nous, on est encore étudiants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce monde derrière les strass, derrière les paillettes? Il y a sûrement quelque chose d'autre, non? Il y a une vie après la vie, et il y a une vie après les paillettes, et même avant. C'est sûr que c'est un métier particulier, celui de journaliste ou celui qui est lié aux médias, parce que d'un coup, on peut se retrouver sur le devant de la scène, on peut se retrouver dans la lumière. Il faut savoir le gérer, c'est pas évident. Moi, j'ai pas du tout su le gérer, mais alors pas du tout, surtout que moi, j'avais même pas pensé me retrouver dans ce genre de parcours de vie. C'est arrivé par hasard, donc du coup, ça m'est tombé dessus, et j'étais très jeune, et donc j'ai pris tout de façon très naïve, dans la tronche, direct, et il a fallu faire avec. Bon. Maintenant, c'est vrai aussi que moi, j'avais la chance de sortir d'une histoire de vie un peu particulière qui m'avait lesté dans mes valeurs, qui m'avait lesté à plein de niveaux, qui font que même si à un moment j'ai pu prendre du melon, parce que clairement on prend du melon, j'ai pas non plus été atterrée dans la stratosphère, quoi. J'ai pas complètement explosé en vol. Mais c'est tout à fait possible d'exploser en vol. Vous savez, partout où vous allez, on vous reconnaît, on vous dit ma chérie, tout ça. Vous commencez vraiment à croire que vous brillez, que vous avez des paillettes partout, quoi. Et en fait, tout ça est très illusoire, c'est de l'illusion. Alors, c'est vrai qu'en 2008, j'ai vraiment eu un déclic comme ça. J'ai eu une espèce de Big Bang dans le cœur. D'un côté, poser un regard critique sur le monde des médias d'aujourd'hui et me rendre compte que les 3/4 du temps, c'est finalement pour parler du pire de nous, avoir des messages assez anxiogènes. Pourtant, moi, ce n'est pas tellement ce que je faisais, puisque je faisais beaucoup de divertissement et donc j'étais plutôt justement dans le côté sympathique de la télé. Mais voilà, j'ai posé ce regard-là et puis aussi j'ai toutes les valeurs de mon enfance qui sont remontées. Et c'est là où le puzzle de ma vie s'est mis en place. Et donc, c'est intéressant, je pense que tous, on a à un moment de notre vie un switch, quelque chose qui fait que peut-être ce qu'on avait au fond du cœur depuis toujours et qu'on n'a pas forcément pu exploiter parce que la vie n'est pas simple, les parcours de vie ne sont pas simples, et puis en plus on est dans une période de crise, comme on n'arrête pas de nous le dire, et donc il faut trouver du job et tout, et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Des fois, on peut avoir un moment où on se remet en question et où on se pose des questions existentielles.
sur sa vie. Et c'est le moment de faire des choix, de poser des choix. Et moi, j'ai souvent envie de dire à ceux que je rencontre, osez, risquez. Risquez d'être heureux, risquez de vivre pour de vrai. Parce qu'en fait, si vous n'osez pas, alors que vous avez fait le diagnostic et vous voyez bien que vous n'êtes pas vraiment pleinement heureux et que peut-être vous avez loupé le coche face à des désirs secrets, si vous essayez jamais de les vivre, ça c'est sûr, vous resterez malheureux. Ça c'est acquis. Donc ce serait dommage. Dans une interview, justement, je crois que c'était sur le plateau d'Ardisson, vous disiez il faut être blindé quand on veut travailler dans ce monde des médias. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? C'est-à-dire, en fait, tout prend toujours de telles proportions que... Voilà, moi, par exemple, c'est très drôle. Quand j'ai décidé donc, de prendre la tangente et de quitter le monde des médias traditionnels pour faire le projet Imagine, très naïvement, moi, je me disais, en 3 mois, ça y est, c'est parti. Puis, en fait, j'ai traversé une bonne année, voire 1 année et demie de désert. Ça vous a pas aidé d'avoir fait de la télé avant ? Non, mais surtout quand on décide de faire quelque chose de complètement différent, en fait, on est face à un monde qui est tellement formaté qu'ils ne le prennent pas bien. Vous êtes plus tant que ça, au final. Comment ? Les réseaux ne vous aident plus autant que... Non, bien sûr. Non, puis bon, ils sont méfiants aussi. Ils se demandent, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. Et ça peut se comprendre. Simplement, pour parler de la dureté de ce milieu, c'est surtout dès lors que vous n'avez plus d'émission depuis 1 ou 2 mois, ça y est, vous n'êtes plus personne. Ouais. C'est-à-dire, dans la profession, on vous regarde, vous êtes un has-been, vous n'êtes plus rien, quoi. Et donc, non pas que vous attendiez à ce que ce soit autrement, mais c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le vivre. Donc, du coup... voilà, ça fait partie des choses où effectivement il vaudrait mieux être blindé. Je ne sais pas si j'étais vraiment blindée. Je pense surtout que voilà, si vous avez vraiment des valeurs au fond de vous qui sont plus fortes que toutes ces choses qui sont du règne de l'apparence, vous allez savoir retomber sur vos pattes, quoi. C'est ça qui compte. On va passer à votre documentaire. C'est ici pour ça, je crois, du coup. Ouais. Et parlez-nous un peu. Alors, ça s'appelle Des femmes et des hommes, il me semble. Tout à fait. En quoi ça consiste ? Comment ça a commencé tout ça ? Alors, Des femmes et des hommes, c'est un tournant pour le projet Imagine parce que c'est le premier long métrage du projet Imagine. C'est des moyens métrages de 25 minutes en général. C'est souvent ça. C'est entre 20 et 45 minutes, ça dépend des films. Et là, effectivement, on a un film qui dure 1h45, qui représente 1 an de tournage, 1 an et demi de travail. Et quand on sait que toutes les équipes du projet Imagine sont bénévoles, tous des techniciens, des professionnels de l'audiovisuel et qui viennent travailler bénévolement, on se dit quand même que c'est un beau tour de force, quoi. Ça montre à quel point finalement tout est possible quand on se retrouve tous sur des valeurs communes. Et donc Des femmes et des hommes, c'est vraiment un film qui essaye de faire un tour d'horizon de la question du droit des femmes dans le monde, de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Et donc vous avez une photographie à l'instant T de la situation aujourd'hui, au XXIe siècle, où est-ce qu'on en est. Et malheureusement, le constat, il n'est pas génial, parce qu'on est en train de reculer sur cette question-là dans le monde entier, de façon très significative. Et je me suis lancée dans cette aventure justement parce que j'ai compris qu'on avait la sensation quand même qu'on avançait, qu'on progressait, et qu'en fait, c'était le contraire. Sur le terrain, c'est le contraire qui se passe. Et je me suis dit, si moi, je n'ai pas conscience de ce recul, alors on est peut-être nombreux à ne pas en avoir assez conscience, et donc j'ai besoin de comprendre. Et c'est comme ça que l'enquête a commencé. Au début de ce projet, que ce soit Imagine ou ce fameux documentaire qui est quand même assez nouveau. Qui est du projet Imagine. Oui, forcément. Vous n'avez pas eu peur qu'il y ait un décalage entre votre personnalité d'animatrice, qui est forcément exposée au feu de la rampe, et les gens dont vous parlez qui sont plutôt humbles, qui ont tendance à se cacher, qui n'ont pas forcément... qu'on ne sent pas forcément volontaire pour parler d'eux au départ? Alors, dans le film Des femmes et des hommes, c'est particulier parce que là, on a surtout affaire à des spécialistes dans leur domaine, des historiens, des psys, Vraiment, dans chaque domaine, vous avez des spécialistes, beaucoup aussi de personnes de l'ONU, parce que voilà, il y a aussi un aspect onusien pour porter un regard global, et un diagnostic global sur la situation. Coup, oui. Et donc, du coup, ce n'est pas une question d'humilité ou d'être dans la lumière, tout ça, ce sont tous des spécialistes et qui parlent de leur domaine. En revanche, pour la question des films de héros, là, on a affaire effectivement à des gens qui sont ces fameux héros de l'ombre. Et s'ils sont les héros de l'ombre, ce n'est pas seulement parce qu'on n'est pas venu les filmer, c'est aussi parce qu'ils préfèrent rester dans l'ombre. Et donc, c'est vrai que là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les admirer parce qu'ils sont admirables dans leur action, ils ont des actions admirables et en même temps, ils le font dans l'ombre. Et tout ça est justement extra parce que ce sont ce que j'appelle les héros humbles. En anglais, The Humble Heroes, c'est le titre du projet Imagine en anglais. Donc ce sont des héros humbles. Et donc le paradoxe, c'est que moi, je viens les voir pour les mettre dans la lumière. C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est pas simple parce que chaque héros ou chaque héroïne, à chaque fois, me met des bâtons dans les roues en me disant non, non, ne venez pas. Et je dois les convaincre. On a aussi ce problème-là ici. Voilà. Et donc, il faut les convaincre. Il faut que vous ayez les arguments pour les convaincre. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est que les temps sont durs et qu'il n'y ait plus temps d'être timide. Je crois qu'on est à la croisée des chemins. Tout devient urgent. Il y a aussi, il y a la question aussi du climat, etc. On voit bien que tout est en train d'être de plus en plus tendu. La question du terrorisme et les événements terribles qui viennent de nous frapper nous montrent aussi à quel point, tout, on sent que c'est la cocotte minute en ce moment. Et donc, il est urgent maintenant, nous avons besoin de ce type d'exemple. Des gens qui ne vont pas nous faire la morale en blabla, mais dont on a envie d'entendre les paroles parce qu'elles sont incarnées. On a envie d'entendre parler, oui. Et parce que sur le terrain, elles font chaque jour, elles ont les mains dans le cambouis. Et donc, leur parole, elle a une force beaucoup plus percutante, impactante. Et donc nous, on est en master journalisme et on est déjà quelques-uns à vouloir se lancer dans un projet, dans un site internet ou une idée d'émission. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nous ? Alors, le conseil que j'aurais, c'est surtout, en tant que journaliste, vous qui voulez être journaliste, dès maintenant, notez sur une feuille de papier pourquoi vous voulez être journaliste. Gardez bien précieusement cette feuille de papier et tout au long de votre chemin, de temps en temps, allez regarder cette feuille pour aller voir si vous êtes toujours en phase avec la raison pour laquelle vous vouliez être journaliste à la base. Parce que c'est un métier plein de pièges, un métier où on peut vite devenir orgueilleux. Et je crois qu'ici, on vous apprend à quel point il faut être humble pour être un bon journaliste. L'idée, ce n'est pas de vous mettre vous dans la lumière, c'est vraiment de savoir bien mettre dans la lumière ceux que vous interviewez, faire les choses. Oui. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que c'est un métier d'une grande noblesse, c'est un pilier de la démocratie. Et donc, si vous le faites bien, vous allez vraiment être utile à votre pays, à votre société, à votre monde. Si vous le faites mal, si vous le faites plus par ambition personnelle ou par ambition de carriériste que par choix vraiment autour du bien commun, vous ne serez plus utile. Vous serez même peut-être nocif. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments journalistiques sont plus nocifs qu'utiles. Et donc, il faut savoir se poser ces questions-là. Et donc, ne suivez que votre cœur qui bouillonne. Voilà mon super conseil. Très bien, merci. Beaucoup. Donc, ça va être le moment de nous quitter. Donc, je rappelle le titre de votre livre. Donc, c'est La petite fille à la balançoire aux éditions Les Arènes. Si vous voulez plus d'informations sur le projet Imagine, vous pouvez aller sur le site internet leprojetimagine.com. Merci Corota. Merci Yousra et merci Frédéric Bedos. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux. Je remercie tous ceux qui ont travaillé sur cette émission et à bientôt.